Le visiteur de minuit. Philippe avait toujours trouvé la tranquillité des nuits de travail dans la station-service quelque peu apaisante. Située à la périphérie de Lyon, la station était rarement fréquentée la nuit. Les voitures passaient occasionnellement, éclairant brièvement l'intérieur de la boutique avec leurs phares avant de disparaître dans l'obscurité. C'était son refuge nocturne, un endroit où il pouvait se perdre dans ses pensées ou plonger dans un bon roman sans être dérangé. Cependant, depuis quelques semaines, une présence récurrente troublait cette tranquillité. Un homme, que Philippe avait surnommé Gérard, venait tous les soirs vers 2 heures du matin. Gérard était grand, avec des cheveux longs et sales, et il semblait toujours légèrement éméché. Il entrait dans la boutique, achetait une grande canette de bière, et ressortait sans un mot, marmonnant parfois des choses incompréhensibles. Au début, Philippe ne prêta pas trop attention à Gérard. Après tout, une station-service pouvait attirer toutes sortes de personnes. Mais Gérard avait commencé à devenir plus que juste une silhouette étrange dans la nuit. Une nuit, il s'était approché du comptoir et, avec un sourire étrange, avait demandé le nom de Philippe. « Philippe, j'aime ça », avait-il répété en riant doucement pour lui-même, comme s'il trouvait une blague que lui seul pouvait comprendre. Philippe, mal à l'aise, avait simplement hoché la tête, espérant qu'il partirait vite. Les visites de Gérard se faisaient de plus en plus régulières et ses comportements, de plus en plus étranges. Parfois, il restait debout, immobile, devant les étagères, les yeux perdus dans le vide, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne trouvait jamais. D'autres fois, il parlait tout seul, se racontant des histoires incohérentes. Une fois, il avait parlé du gouvernement qu'il aurait mis à la porte de son travail, mais Philippe n'était jamais sûr de ce qui était vrai ou simplement le délire d'un homme souvent ivre. Puis vint cette nuit d'orage, où tout changea. Le vent hurlait dehors, et la pluie frappait les vitres de la station avec une intensité presque surnaturelle. La plupart des clients avaient préféré rester chez eux, laissant Philippe seul dans la station. C'était une nuit comme les autres, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Le carillon de la porte d'entrée retentit, et Philippe tourna la tête, s'attendant à voir Gérard. Et il ne se trompait pas, mais quelque chose était différent cette fois-ci. Gérard se tenait là, complètement trempé, ses vêtements collant à sa peau comme une seconde peau, ses cheveux dégoulinant d'eau. Il n'avait ni manteau, ni parapluie. Juste ce regard vide, fixé sur un point invisible devant lui. Philippe sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il tenta de masquer son inquiétude et demanda d'une voix qu'il espérait calme, « Gérard, ça va? Vous avez l'air ailleurs. » Gérard ne bougea pas. Pendant un long moment, il resta silencieux, puis, sans tourner la tête, murmura, « J'ai fait quelque chose de vraiment grave. » Philippe sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. Gérard le regarda enfin, et dans ses yeux, Philippe vit quelque chose qui le terrifia. « J'ai besoin d'un endroit où me cacher, » dit Gérard, avant de se diriger vers le couloir menant aux toilettes. Philippe resta figé, une multitude de pensées traversant son esprit. Devait-il appeler la police? Confronter Gérard? Chaque seconde passée semblait s'étirer à l'infini. Puis, sans avertissement, la lumière s'éteignit. Philippe se retrouva plongé dans le noir complet. La station était silencieuse, à l'exception du bruit de l'orage dehors et du battement frénétique de son propre cœur. Il tâtonna derrière le comptoir et trouva une lampe de poche. La lumière vacillante révéla le long couloir menant aux toilettes et à la salle de stockage. Avançant prudemment, Philippe sentit chaque pas résonner dans le silence oppressant. Le couloir semblait s'étirer à l'infini, chaque ombre semblant se mouvoir à la périphérie de sa vision. Il s'arrêta devant les portes des toilettes, toutes deux entr'ouvertes. « Gérard » appela-t-il, sa voix trahissant une note de panique. Pas de réponse. Il sentit une goutte de sueur froide glisser le long de sa colonne vertébrale. Soudain, un bruit de gouttes d'eau et un grincement brisèrent le silence. Philippe pointa sa lampe de poche dans la direction du bruit, ses mains tremblant légèrement. Dans un coin sombre, Gérard était accroupi, ses yeux grands ouverts et brillants dans la pénombre. Avant que Philippe ne puisse réagir, Gérard se redressa brusquement et se jeta sur lui, criant « Je vais te tuer ». Philippe se débattit désespérément, parvenant à repousser Gérard et à courir vers l'avant de la station. Il pouvait entendre les pas lourds de Gérard derrière lui, mais il ne se retourna pas. Il se précipita à l'extérieur, la pluie glacée le frappant au visage, et courut jusqu'à sa voiture. Tremblant, il parvint à saisir son téléphone et composa le numéro des urgences. Les minutes suivantes furent un flou de peur et de confusion.
La police arriva rapidement, et Philippe, toujours tremblant, les conduisit à l'intérieur de la station. Ils trouvèrent Gérard dans la salle de stockage, recroquevillé dans un coin, les yeux dilatés et fixant le vide. Les agents le menottèrent et l'emmenèrent, tandis que Philippe essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Quelques jours plus tard, Philippe apprit que Gérard, de son vrai nom Marc, était recherché pour le meurtre brutal de son ex-femme. Ce soir-là, Marc avait cherché un refuge après avoir commis l'irréparable. Philippe réalisa alors l'ampleur du danger qu'il avait couru cette nuit-là. L'idée que Marc aurait pu l'attaquer ou pire le hantait jour et nuit. Il quitta son emploi à la station-service peu après, incapable de supporter l'idée de revenir dans cet endroit marqué par l'horreur. Cette expérience laissa Philippe avec une profonde peur des rencontres nocturnes et un souvenir indélébile de cette nuit où un simple travail de nuit s'était transformé en cauchemar vivant. L'inconnu à la station-service. Lucas était un habitué des longues sorties nocturnes avec ses amis. Les nuits à traîner dans les parcs ou les parkings étaient devenues une routine, une manière de se sentir libre dans cette période charnière entre l'adolescence et l'âge adulte. Les rues vides et le silence de la nuit offraient un contraste bienvenu avec la vie quotidienne. Ce soir-là, après avoir déposé l'un de ses amis chez lui, Lucas se dirigeait vers une station-service pour faire le plein avant de rentrer chez lui. Il aimait faire le plein la nuit, il n'y avait jamais de file d'attente, et l'air frais le gardait éveillé. En arrivant à la station-service, il remarqua un homme de petite taille, portant une capuche, qui se dirigeait vers l'entrée de la boutique. Lucas ne fit pas attention à lui, le prenant pour l'un des nombreux passants qu'il croisait souvent à ces heures tardives. Alors qu'il s'approchait pour payer, l'homme s'arrêta brusquement et le regarda fixement. Lucas, légèrement agacé, lui lança un « Quoi » avant de continuer son chemin. L'homme ne répondit pas, se contentant de fixer Lucas avec un regard intense et dérangeant. À l'intérieur, Lucas acheta un billet de loterie et paya pour l'essence. En sortant, il remarqua que la station était, comme prévu, déserte. Il fit le plein, le silence de la nuit accentué par l'absence de toute autre présence humaine. Tout semblait calme, mais un sentiment d'inconfort commençait à s'installer en lui. Ce n'est qu'après avoir terminé qu'il comprit pourquoi, il y avait quelque chose d'anormal dans le comportement de l'homme à la capuche. Lucas monta dans sa voiture, prêt à rentrer chez lui. Mais à peine avait-il mis le contact qu'il entendit un bruit sourd derrière lui. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et son sang se glaça, l'homme à la capuche était là, assis sur la banquette arrière, le regard fixé sur lui. Une vague de panique déferla sur Lucas, qui sentit son cœur s'emballer. Comment cet homme était-il entré sans qu'il le remarque? Les mains tremblantes, Lucas éteignit le moteur et ouvrit précipitamment la porte de la voiture. Il cria à l'homme de sortir, sa voix trahissant sa peur. L'homme, sans montrer la moindre émotion, répondit d'une voix glaciale, « J'aurais pu te trancher la gorge. » Ces mots, dits avec une telle désinvolture, résonnèrent dans la tête de Lucas. Il réalisa alors l'ampleur du danger qu'il venait d'éviter de justesse. Sous le choc, Lucas courut vers la route principale, espérant que quelqu'un viendrait à son secours. Quelques maisons avaient leurs lumières allumées, et il commença à crier à l'aide. Bientôt, des habitants sortirent, curieux de savoir ce qui se passait. Voyant l'agitation, l'homme sortit de la voiture et s'éloigna rapidement, disparaissant dans la nuit avant que quelqu'un ne puisse réagir. Un couple s'approcha de Lucas, encore sous le choc, et tenta de le calmer. Il leur expliqua rapidement ce qui s'était passé, encore incapable de croire qu'il avait été si près du danger. Les habitants, choqués, lui conseillèrent de signaler l'incident à la police, ce qu'il fit immédiatement après être rentré chez lui. Le lendemain, Lucas retourna à la station-service pour vérifier les enregistrements de la caméra de sécurité. À sa grande déception, il apprit que les caméras étaient hors service depuis plusieurs semaines. Sans preuve tangible de ce qui s'était passé, il se sentit impuissant. La police prit sa déposition, mais sans description précise de l'homme à la capuche, les chances de le retrouver étaient minces. Cet incident laissa Lucas avec un sentiment d'insécurité persistant. Il se mit à vérifier systématiquement les sièges arrière de sa voiture avant de monter, une habitude qu'il ne perdit jamais. Cette expérience changea sa perception de la sécurité dans les lieux publics, surtout la nuit. Il évitait désormais de sortir tard seul, et chaque fois qu'il voyait quelqu'un portant une capuche, il ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. L'histoire de Lucas devint une sorte de légende urbaine parmi ses amis, une mise en garde contre les dangers potentiels des rencontres nocturnes. Il avait échappé de justesse à un sort possiblement funeste, mais les souvenirs de cette nuit restaient gravés dans sa mémoire. Chaque détail,
du regard fixe de l'homme à la capuche aux mots qu'il avait prononcés, était ancré dans son esprit, un rappel constant de la fragilité de la sécurité personnelle. Avec le temps, Lucas apprit à gérer l'anxiété que cet incident avait provoquée. Il reprit ses habitudes de sortir la nuit, mais toujours en restant vigilant. Pourtant, malgré ses efforts pour oublier, l'image de l'homme à la capuche, assis dans l'ombre sur la banquette arrière de sa voiture, ne le quittait jamais vraiment. Il savait que la peur qu'il avait ressentie cette nuit-là serait toujours présente, quelque part au fond de lui, un rappel persistant des dangers cachés dans l'obscurité. Ainsi, l'histoire de l'inconnu à la station-service devint non seulement une histoire de frissons pour ceux qui l'écoutaient, mais aussi un rappel de la vulnérabilité humaine face à l'inconnu. Lucas, malgré sa survie à cette épreuve, ne serait jamais tout à fait le même, marqué à jamais par cette rencontre avec l'inexplicable et le terrifiant. Le mystère de la station-service. Dans les années 60, à une époque où les stations-service étaient encore des endroits tranquilles et où l'on se connaissait souvent par le prénom, la famille Dupont était connue pour ses habitudes matinales. Tous les jours, avant l'aube, Paul Dupont, enseignant dans une petite école de la banlieue d'Atlanta, emmenait son fils, Louis, à l'école. La routine familiale incluait un arrêt régulier à une petite station-service située sur une route peu fréquentée. C'était un de ces endroits où l'on vous servait avec le sourire, où le pompiste, Georges, connaissait les habitudes de chacun et n'hésitait jamais à proposer un café ou une conversation amicale. Un matin d'hiver particulièrement froid, la voiture des Dupont se gara comme à son habitude devant les pompes. Paul, habitué au service rapide de Georges, klaxonna légèrement pour signaler sa présence. Pourtant, cette fois, aucune réponse. Le petit Louis, emmitouflé dans son manteau, remarqua le silence inhabituel. La station-service, habituellement animée par le bruit de la radio ou les discussions matinales, était plongée dans un calme étrange. Paul klaxonna à nouveau, plus fort cette fois, pensant que Georges était peut-être occupé à l'intérieur. Toujours aucune réponse. Intrigué, Paul sortit de la voiture, demandant à Louis de rester à l'intérieur pour se réchauffer. En s'approchant de la petite cabine en verre qui servait de bureau à Georges, Paul jeta un coup d'œil à l'intérieur. La pièce était vide, les lumières étaient éteintes, et il n'y avait aucun signe de Georges. Inquiet, il fit le tour de la station, cherchant une explication. Le froid de l'hiver perçait à travers ses vêtements, et une légère brume commençait à se former autour de lui. Paul se dirigea vers les toilettes, situées à l'arrière du bâtiment, espérant y trouver Georges. Mais les portes étaient fermées, et aucune lumière ne filtrait par-dessous. Paul hésita un instant, se demandant s'il devait entrer ou non. Il décida finalement de retourner à la voiture pour discuter avec Louis. Louis, impatient de reprendre la route, demanda à son père ce qui se passait. Paul, sans vouloir l'inquiéter, expliqua simplement que Georges n'était pas là ce matin-là et qu'il devait peut-être trouver une autre station pour faire le plein. Ils quittèrent les lieux, laissant derrière eux une station-service plongée dans une mystérieuse tranquillité. Ce n'est que plus tard dans la journée, alors qu'ils étaient de retour à la maison, que Paul découvrit la terrible nouvelle en lisant le journal. Un petit article en bas de page annonçait la découverte d'un corps à la station-service. Le corps de Georges avait été retrouvé dans les toilettes, caché et horriblement mutilé. Le meurtre semblait être l'œuvre d'un voleur en quête d'argent, car tout l'argent de la caisse avait disparu. Les détails étaient choquants, et la petite communauté fut secouée par cette tragédie. Paul ne put s'empêcher de penser à ce qui aurait pu arriver s'il était entré dans les toilettes ce matin-là. Il remercia silencieusement le ciel d'avoir pris la décision de partir. Cependant, le traumatisme de cette découverte pesa lourdement sur lui. Louis, bien qu'épargné des détails, sentit le poids du choc et de la peur dans l'air. La famille évita désormais cette route, préférant faire un détour pour éviter de repasser devant la station-service. Les semaines passèrent, mais la mémoire de Georges et la manière brutale dont il avait perdu la vie restèrent ancrées dans l'esprit de Paul. Il se demandait souvent qui pouvait bien être l'auteur de ce crime odieux. La police ne semblait avoir aucune piste solide, et l'affaire resta non résolue, alimentant les rumeurs et les spéculations au sein de la communauté. Les habitants commencèrent à partager leurs théories sur ce qui avait pu se passer. Certains pensaient à un vagabond ou à un groupe de criminels de passage. D'autres, plus superstitieux, murmuraient que la station-service était maudite, évoquant des histoires anciennes de terre hantée et de présages funestes. Paul, bien que rationnel, ne pouvait s'empêcher de ressentir un malaise à chaque fois qu'il passait près de l'endroit, même des années plus tard. Malgré le temps qui passait, l'affaire Georges restait un mystère. Paul garda toujours en mémoire ce matin étrange,
se rappelant chaque détail, le froid glacial, la brume légère, et ce silence inquiétant. Il se demanda souvent ce qui aurait pu se passer s'il avait décidé d'inspecter les toilettes ce jour-là. Cette pensée le hantait parfois, un rappel constant de la fragilité de la vie et de la manière imprévisible dont le danger peut surgir. Louis, bien que jeune à l'époque, conserva aussi des souvenirs vifs de cet événement. En grandissant, il partagea parfois cette histoire avec ses amis, la racontant comme un avertissement sur les dangers cachés et l'importance de rester vigilant. L'histoire de Georges devint une sorte de légende urbaine locale, un récit qui faisait frissonner ceux qui l'écoutaient et qui servait de mise en garde contre le mal qui peut se cacher derrière des apparences ordinaires. Aujourd'hui encore, la station-service reste abandonnée, un rappel silencieux de cette tragédie. Les habitants évitent le lieu, certains par respect pour la mémoire de Georges, d'autres par peur d'attirer le mauvais sort. L'ombre du mystère plane toujours, et chaque fois que quelqu'un passe devant, il ne peut s'empêcher de se demander qui a tué Georges, et pourquoi ce meurtre si brutal pour une poignée de pièces de monnaie. Les réponses, semble-t-il, sont perdues à jamais dans les ténèbres de cette nuit fatidique. Rencontre à la station-service. Cela se passait il y a plusieurs années, un soir d'hiver, alors que les routes étaient désertes et que l'air glacial faisait frémir les rares voyageurs. Marc, un jeune homme de 25 ans, était en route du nord au sud du Texas, traversant l'obscurité pour rejoindre sa famille. Le travail l'avait retenu tard, et c'est seulement après une longue journée qu'il avait enfin pu prendre la route. Fatigué, il avait besoin de faire une pause pour se ravitailler en carburant et en caféine. La route, une longue ligne droite à travers des paysages déserts, semblait s'étirer à l'infini. Marc se sentait somnolent, ses yeux se fermaient involontairement, et il savait qu'il devait trouver une station-service rapidement pour éviter de s'endormir au volant. Après ce qui semblait être une éternité, il aperçut enfin les lumières d'une petite station-service au bord de la route. Il y avait une voiture garée, mais pas de signe d'activité. Marc gara son véhicule près des pompes et entra dans la boutique pour acheter du café et payer pour l'essence. À l'intérieur, l'ambiance était étrange. Le magasin était mal éclairé, avec des étagères remplies de produits divers, et le silence pesait lourd. Le caissier, un homme d'âge moyen d'origine hispanique, se tenait derrière le comptoir, le regard fixé sur une vieille télévision. Il semblait à moitié endormi, indifférent à l'arrivée de Marc. Un autre homme, plus jeune, vêtu d'une vieille veste et d'un jean, errait dans les allées, jetant des regards nerveux autour de lui. Marc se dirigea vers la machine à café, essayant de se réchauffer les mains avec une tasse brûlante. Alors qu'il se servait, l'homme en veste s'approcha de lui. « Attention, c'est chaud », dit-il avec un sourire étrange. Marc, fatigué et peu d'humeur à bavarder, hocha simplement la tête. L'homme resta là un moment, le regard fixe, avant de s'éloigner lentement. Il n'y avait rien d'inhabituel dans ses paroles, mais le ton et le moment choisi créaient une atmosphère de malaise. Après avoir payé son café et l'essence, Marc se dirigea vers la porte, mais sentit un regard pesant sur lui. L'homme en veste était à nouveau là, près de la porte, fixant Marc avec une intensité troublante. « J'aime bien ton blouson, » dit-il, d'un ton qui se voulait amical mais qui sonnait faux. Marc, désireux de terminer cette interaction, murmura un « merci » et sortit précipitamment. Alors qu'il sortait, il entendit l'homme demander d'une voix plus basse, « Tu vas comme ça, si tard ?» Marc s'arrêta net. Cette question, couplée à la présence constante de cet étranger, commença à faire monter la tension. Il se retourna pour voir l'homme qui le suivait du regard, un sourire énigmatique sur le visage. Ignorant le malaise croissant, Marc se dirigea vers sa voiture et commença à faire le plein. Il ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil nerveux autour de lui. Le caissier était toujours à l'intérieur, apparemment inconscient de la situation, et l'homme en veste était sorti et se tenait maintenant de l'autre côté des pompes, observant Marc. Le silence de la nuit était seulement interrompu par le cliquetis de la pompe à essence. Marc essayait de rester calme, mais chaque fibre de son être lui disait que quelque chose n'allait pas. Puis, l'homme parla à nouveau, « T'es tout seul ?» La question était lancée avec un ton presque moqueur, comme s'il connaissait déjà la réponse. Marc, ne voulant pas montrer sa nervosité, mentit et répondit que son frère était dans la voiture. Il espérait que cela suffirait à dissuader l'homme de poursuivre la conversation. Cependant, l'homme en veste ne semblait pas convaincu. « Ah bon ? Je ne vois personne, » répliqua-t-il avec un sourire qui s'élargissait, révélant une rangée de dents jaunies. Marc sentit son cœur s'accélérer. Il fit un pas en arrière, se préparant à toute éventualité.
l'homme continua de s'approcher lentement, comme un prédateur qui observe sa proie. Dans un dernier acte de défense, Mark sortit une bombe de gaz poivré de sa poche et la pointa vers l'homme. Ce dernier s'arrêta, surpris, et éclata de rire. « Calme-toi, je ne vais pas te faire de mal, dit-il, levant les mains en signe de paix, mais son regard trahissait une autre intention. Mark ne bougea pas, la bombe toujours pointée vers l'intrus. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, l'homme haussa les épaules et recula, disparaissant dans l'obscurité de la nuit. Mark, encore tremblant, finit de faire le plein aussi rapidement que possible. Mais juste au moment où il pensait que tout danger était écarté, il remarqua quelque chose d'inquiétant. La voiture qui était garée à côté de la station-service avait disparu, tout comme l'homme en veste. Il se retourna vers le magasin, cherchant des yeux le caissier, mais celui-ci avait également disparu. Un frisson glacé parcourut son échine. Déterminé à ne pas rester une seconde de plus, Mark se précipita dans sa voiture et verrouilla les portes. Il mit le moteur en marche et quitta la station-service à toute allure, les yeux rivés sur le rétroviseur, craignant de voir apparaître l'homme derrière lui. Ce ne fut que lorsqu'il atteignit la ville suivante, baigné de lumière et de signes de vie, qu'il sentit enfin ses muscles se détendre. Ce n'est que le lendemain matin, après une nuit troublée par des cauchemars, que Mark réalisa la pleine horreur de ce qui aurait pu se passer. L'homme en veste n'était pas simplement un vagabond ou un fou. Ses intentions étaient claires, et la question sur la solitude de Mark avait un but sinistre. Mark n'avait pas seulement échappé à une mauvaise rencontre, il avait potentiellement échappé à un sort bien pire. L'expérience laissa une marque indélébile sur Mark. Il raconta l'histoire à sa famille et à ses amis, non pas pour chercher de la sympathie, mais comme un avertissement. La tranquillité des routes désertes et des stations-service isolées peut être trompeuse. Derrière le calme apparent peut se cacher un danger bien réel, toujours prêt à frapper. Mark ne conduisit plus jamais seul la nuit, et chaque fois qu'il passait près d'une station-service déserte, il ressentait ce même frisson glacé, se souvenant de l'homme en veste et du sourire énigmatique qui promettait des ennuis. Ainsi se termine l'histoire de Mark, un avertissement à tous ceux qui voyagent seuls la nuit. Les routes peuvent être longues et sinueuses, mais il est important de rester vigilant et prudent, car on ne sait jamais ce qui peut se cacher dans l'ombre, attendant le moment propice pour surgir.